Je ne pense pas que tu es né franco-ontarien, tu dois le choisir. On n'a jamais eu de crise d'identité, mais on a toujours su qui on était. On tente d'imposer aux francophones les mêmes façons de faire que la majorité. On ne peut plus prendre pour acquis cette identité. Disons que la dynamique en Ontario est complètement différente de celle dans l'Acadie du Nouveau-Brunswick. On dit souvent, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. C'est normal qu'il y ait des différences. Ce qu'il faut concentrer, c'est ce qu'on a en commun. Au Canada, on retrouve près de 7 millions de citoyens qui disent avoir le français comme langue maternelle. Dispersés dans toutes les provinces et territoires, les Québécois, les Franco-Ténois, les Franco-Colombiens et les Francescois sont parmi les 10 communautés francophones qui représentent 23 % de la population totale du Canada. Mais de tous les francophones au pays, seulement 15 % forment ce qu'on s'est habitué à nommer la francophonie hors Québec, un terme désuet qui suggère l'exclusion. Il va sans dire en soulignant la société distincte québécoise, mais peut-être aussi un terme qui sous-entend la faiblesse de la minorité linguistique à l'extérieur du Québec. Un peu comme si on disait le peuple québécois et le reste. Heureusement, la formule communauté francophone et acadienne se popularise tranquillement. Toutefois, la minorité francophone reste fragile à différents degrés selon la région. Et ce, malgré les quelques 775 000 franco-ontariens et acadiens qui sont établis dans 2 provinces voisines du Québec, c'est-à-dire en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Elles forment les 2 bassins de population francophone les plus importants après le Québec. 85 % des Acadiens des provinces maritimes vivent au Nouveau-Brunswick. Ça nous rend très distincts des autres aussi. C'est ce qui fait que les Acadiens du Nouveau-Brunswick forment, je dirais, le groupe de francophones hors Québec qui est le plus dynamique, ce qui fait que nos possibilités de développement sont tout à fait différentes de celles des autres francophones hors Québec. Ce n'est pas mépriser les autres, mais c'est quand même admettre qu'il y a une spécificité dans l'Acadie du Nouveau-Brunswick, qui est reconnue d'ailleurs. Disons que la dynamique en Ontario est complètement différente de celle dans l'Acadie du Nouveau-Brunswick. D'abord, au Nouveau-Brunswick, on a 33 % de la population qui représente une masse critique qui peut influencer le gouvernement, qui peut même faire la différence justement dans l'élection. On a quand même un pouvoir à ce niveau-là. En Ontario, les francophones ne sont que 4 ou 5 % de la population, je pense, même s'ils sont presque 500 000, mais au niveau de la représentativité, le poids n'est malheureusement pas là. Et c'est pour ça qu'on a vu justement les grandes difficultés, les grands reculs peut-être qu'ils ont connus lorsque le gouvernement Harris a été au pouvoir. And the Montfort Hospital will close as of June 30th, 1999. Ça fait mal, ce qui s'est passé là, et c'est pas facile de faire du rattrapage. Et aussi, l'Ontario est aussi une grande province, et les gens sont très dispersés. Il y a un isolement qui se fait entre certaines régions où les francophones sont concentrés, ce qui ne facilite pas la concertation et le travail entre eux. Le noyau de la communauté franco-ontarienne aujourd'hui, c'est l'Est, avec Ottawa, Prescott Russell, SDG. Je pense qu'au Nouveau-Brunswick, on a peut-être 3-4 régions, mais on a quand même dans 2 heures, 2 heures et demie maximum, on peut presque tous rassembler tout le monde dans un point central de la province, ce qui est quand même pour nous, je pense, un atout. Le nombre ici est important. La région d'Ottawa est privilégiée pour les franco-ontariens. Ainsi donc, même s'il y a plus du double de francophones qui vit en Ontario par rapport au Nouveau-Brunswick, la loi du nombre ne leur est pourtant pas favorable. Un maigre 5 % des Ontariens est francophone, alors qu'un néo-brunswickois sur 3 a comme langue maternelle le français. Cette différence dans le ratio francophone-anglophone de chacune de ces 2 provinces a certainement une incidence sur la perception qu'ont d'eux-mêmes les Acadiens et les Franco-Ontariens. Les Québécois considèrent former une société distincte qui cherche à obtenir son indépendance, ce qui nous laisse présumer qu'ils savent définir assez aisément leur identité culturelle francophone. Peut-on en dire autant des Acadiens et des Franco-Ontariens? Nous avons posé la question suivante à différentes personnalités franco-ontariennes provenant du milieu de la politique, des arts et des médias. Les Franco-Ontariens possèdent-ils une identité francophone particulière et spécifique, une culture qui leur est propre?
Ben oui, les Franco-Ontariens ont une culture. Est-ce qu'ils la connaissent? Non. 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 Il y a la culture canadienne-française. Il y en a d'autres qui appellent ça la culture québécoise, d'autres diraient la culture acadienne. Je pense que c'est toute une culture canadienne-française. La culture, comment on définit la culture? La culture, c'est quelque chose de bien local. Puis ça, je me rappelle dans le temps que l'ancienne ministre péquiste, il y a quelques années passées, qui disait que les francophones au Québec, c'est une sous-culture de la culture québécoise. Elle a vraiment testé ma patience. C'est une culture franco-ontarienne, une culture canadienne-française. Moi, je me sens aussi proche aussi francophone que Wilfrid, le chanteur Star Academy, que Robert Charlebois. Je pense qu'on est tous de la même culture. Il y a des similitudes, bien sûr. C'est évident. Mais pour dire, de décrire en 25 mots, moins, décrivez-moi la culture franco-canadienne, j'aurais de la misère. Mais c'est normal, ça. C'est quoi être franco-ontarien? Ben, franco-ontarien, d'abord et avant tout, c'est un Canadien français. Puis c'est une... Je suis franco-ontarien, je suis quoi? Je suis journaliste, l'autre est pompier, l'autre est... Ça, c'est une bonne question, parce qu'il y en a des gens, même des francophones, qui ne veulent pas être estampillés franco-ontariens. Je suis Canadien-français. Je ne veux pas être étiqueté franco. Ben oui, je suis francophone, je suis né en Ontario, j'ai été éduqué et élevé en Ontario français. C'est ça, un franco-ontarien, c'est une personne qui fait sa vie en français, qui vit en Ontario, et puis qui n'a aucun problème avec ça. Pour moi, écoutez, être franco-ontarien, ça veut dire que je suis Canadien-français. Peut-être que je devrais cesser d'employer le mot franco-ontarien, ontarienne, et simplement dire je suis un Canadien francophone. Ça serait intéressant d'avoir un jeune de Colombie-Britannique, un jeune de l'Acadie, un jeune Québécois, un jeune franco-ontarien, par exemple. Et leur poser, les quatre assis-là, leur poser la question, d'essayer de découvrir ce qu'ils ont en commun. Peut-être que les jeunes dans l'Ouest ne regardent pas les mêmes émissions que les jeunes Québécois. Moi, j'ai grandi avec Jules Vigneault, Robert Charlebois. J'ai grandi en écoutant les émissions Rue des Pignons et moi et l'autre, comme tout le monde, comme tous les Québécois. Non, je pense pas qu'il y ait une culture franco-ontarienne. Il y a des artistes franco-ontariens, c'est sûr, mais leur but, c'est pas leur but, c'est de percer dans la communauté francophone, artistique francophone, mondiale. On ne peut pas se dire, bon, je vais me limiter à la francophonie ontarienne. On ne peut pas faire ça. Pourquoi faire ça? Il faut respecter comment chaque individu décrit sa culture. C'est pas un chip, une puce standard qu'on met dans le coin gauche du cerveau pour dire, voilà, tu as la puce de la culture franco-canadienne. C'est quoi ça? La culture, c'est ce que toi, tu vas définir, quelle est ta culture. C'est à moi de définir quelle est ma culture. Ça, c'est très personnel. C'est à force de rajouter culture personnelle, la culture personnelle, la culture personnelle, qu'on devient avoir une culture collective. Mais même chez les Franco-Ontariens, la culture des Franco-Ontariens d'Ottawa n'est pas la même que celle de Prescott-Russell, que celle de Hearst, que celle de Windsor, que celle de Toronto. Mais c'est normal. C'est normal qu'il y ait des différences. Ce qu'il faut concentrer, c'est ce qu'on a en commun. Mais par contre, c'est bon de rappeler à la communauté ontarienne qu'il y a une vie franco-ontarienne qui existe. Et c'est bon de le mentionner de temps à autre, mais j'ai pas de difficulté entre Canadien-français ou franco-ontarien-ontarienne. Canadien-français, franco-ontarien, Canadien francophone de l'Ontario. Une telle ambivalence est somme toute étonnante, presque à en perdre son latin. À l'inverse, nous n'avons même pas eu posé la question aux intervenants acadiens qui provenaient de différents secteurs reliés à la francophonie. Leur réaction face à leur identité est simple et sans équivoque. Les Acadiens, il y a une chose qui est intéressante. On n'a jamais eu de crise d'identité, nous. On a toujours su qui on était. Exactement. C'est assez rare qu'on se dira ici « qui sommes-nous » parce qu'on sait déjà qui on est. On a toujours dit qu'on était Acadiens, nous. Et ça, depuis que les gens sont revenus de la déportation. On regarde surtout vers l'avenir. On a bien sûr un tas de problèmes. L'assimilation est là, il y a des disparités régionales. Mais la question de qui nous sommes, ça ne nous divise pas trop. La francophonie
à l'ouest du Québec, c'est un peu l'extension du Québec. Alors qu'ici, nous ne sommes pas une extension du Québec parce que nos ancêtres sont venus en majorité directement de la France. Pourquoi les Acadiens sont si fiers? C'est parce qu'ils ont une histoire, puis ils la connaissent de l'histoire, puis ils sont fiers de l'histoire. Les Franco-Ontariens, ils ont une histoire, mais ils ne la connaissent pas. C'est un gros problème dans la communauté. Je dirais aussi qu'on fête plus peut-être notre patrimoine acadien comme tel. La réalité franco-ontarienne est assez récente, 150, 200 ans peut-être, alors que la nôtre monte à 400 ans. Donc ça, c'est un peu une différence. Je dirais qu'une bonne partie du patrimoine franco-ontarien est apparenté au patrimoine québécois, forcément, alors que notre patrimoine à nous, c'est le nôtre. Il n'appartient pas à un groupe de francophones de l'extérieur des provinces maritimes. Bien, je pense que la communauté acadienne a tout le temps eu comme une place importante dans la francophonie parce que, d'une part, l'Acadie s'est toujours affirmée comme telle depuis le début. Il y a 400 ans, on a toujours su, nous, qu'on était des Acadiens. Et dans ce sens-là, l'identité acadienne a toujours été très, très forte, très présente. Aux quatre coins de cette province des Maritimes, la fierté des Acadiens est apparente et peu subtile. Les nombreux drapeaux flottent devant les maisons et les vieilles traditions se transmettent et se conservent passablement bien. Le franco-ontarien moyen, lui, semble beaucoup moins expressif. Mais pourquoi? Nous avons lancé à nos différents intervenants franco-ontariens des qualificatifs pour tenter de tracer leur portrait type. Des termes hypothétiques, mais provoquants, tels peureux, complexés et soumis, par exemple. Ils les ont à peu près tous balayés du revers de la main. Peut-être préfère-t-il un euphémisme comme timide, alors? Oui. Un franco-ontarien, c'est comme un chien battu avec la queue entre les jambes. Est-ce que j'y crois? Il y a des jours que moi, je me sens pas comme un chien battu. Il y a d'autres jours que je me sens comme un chien battu. C'est qu'ils acceptent un peu le fait qu'ils soient minoritaires, mais ils n'en font pas un complexe. C'est une conscience minoritaire. C'est quand tu décides d'aller au centre d'achat, ton premier instinct, c'est de commander en anglais. Bien, moi, je trouve ça des gens timides. Des gens qui ne veulent pas, si vous voulez, hausser les coudes, qui ne veulent pas faire de vagues. C'est encore pas in de s'afficher en français. On garde ça pour une certaine élite, pour des gens plus débrouillards ou qui ont une facilité de s'exprimer. Je pense que quand on regarde l'histoire, s'il y a un manque collectif et individuel de dynamisme des gens, je vous disais tantôt que les Canadiens, on a souffert de ça parce qu'on a toujours été de la colonie de quelqu'un. Ce n'est que très récemment que, relativement parlant, les Canadiens se tiennent debout et s'affirment comme Canadiens. Quand on regarde l'histoire, c'est très récent. C'est la même chose quand on comprend l'histoire, on peut comprendre que les communautés francophones et acadiennes, c'est tout récent qu'on fait du lobbying. Il n'y a pas si longtemps, ça ne valait même pas de faire de lobbying. La réponse aurait été non. Ils n'auraient même pas voulu nous rencontrer. Il y a des attitudes qui sont héritées de l'histoire, qui font en sorte, puis ça c'est mondial, hein, des minorités dans n'importe quel pays ont un comportement similaire face à la majorité. Il faut presque être menacé pour se trouver une identité. Dans une mer anglophone, vogue une Acadie du Nouveau-Brunswick fière qui s'affirme en tant que peuple. 1000 kilomètres plus loin, une Ontario francophone patauge avec un faible sentiment d'appartenance et se cherche une identité propre. Ils se retrouvent pourtant dans le même bateau. Mais d'emblée, une question s'impose. Comment expliquer leur vision si diamétralement opposée de ce que représente être francophone, surtout en situation minoritaire parmi la majorité anglophone? Remontons dans le temps et voyons comment sont nés les Franco-Ontariens et les Acadiens. Nous y trouverons là une composante de la réponse. Bon, on parle au début des années 1800. On est arrivé en Ontario pour développer les terres, défricher les terres, donc prendre des fermes.
le monde de l'agriculture. Mais par après, la forêt a attiré bien des gens du Québec. Donc l'industrie forestière. Plus tard dans le nord, c'était aussi les mines. Et à cela, il faut ajouter le chemin de fer, les routes. Alors tout ça amène plusieurs gens à émigrer en Ontario. Et on va aussi amener avec soi ces valeurs françaises, québécoises. Et puis on va s'installer, puis on va former des villages, des grandes villes, des grands quartiers dans les villes. Et de là, on a la population franco-ontarienne d'aujourd'hui. L'isolement a fait qu'on a préservé notre langue, notre culture. Les communautés franco-ontariennes, dès le début, en étant isolées, bien, on peut se fier seulement sur son propre entourage. Avec l'agrandissement des villes, avec la pénétration des grands centres urbains dans nos communautés, là, les menaces à l'assimilation se sont manifestées. L'industrie, les grands commerces, le travail dans les grandes villes, bien là, on commence à perdre nos valeurs, on commence à perdre son français, on doit parler la langue de la majorité, donc on va s'assimiler à la culture de la majorité. Le règlement 17, adopté par le gouvernement conservateur de l'Ontario en 1912, a été un des affronts les plus déterminants de l'histoire des Franco-ontariens. En effet, suite aux recommandations de la commission Merchant, qui concluait que l'enseignement de l'anglais était inadéquat dans les écoles françaises, la seule langue de communication et d'instruction permise dans les écoles après la deuxième année devenait l'anglais. Malgré une lutte intense, ce n'est qu'en 1927 que le gouvernement acceptait l'enseignement français, sans toutefois abolir le controversé règlement avant 1944. Règlement 17. Page noire dans l'histoire de l'Ontario et de l'Ontario français, mais aussi c'est un temps de grand ralliement pour la communauté franco-ontarienne. Il faut presque être menacé pour se trouver une identité et pour faire quelque chose de bien pour sa communauté. D'une façon, on peut dire merci de nous avoir donné le règlement 17 parce qu'on a finalement réussi à former une identité franco-ontarienne, à savoir bien, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Et on a eu de grands rassemblements. Toute la communauté s'est mêlée de la chose pour se débarrasser de ce règlement infâme, un peu comme on a vu récemment avec SOS Montfort. Donc, ce sont deux grands points de ralliement de la communauté franco-ontarienne. On a réussi quand même à enseigner en français. On a résisté à la politique des gouvernements de l'époque, mais on a aussi assuré d'une certaine façon, on doit remercier les conservateurs de la chose, on a assuré la survie de notre communauté grâce au fait qu'on cherche à nous anéantir, à nous détruire, à nous nuire, mais là, nous autres, on fait quelque chose pour résister. Depuis la première colonisation française au Canada, les Acadiens se sont toujours nommés ainsi. Par contre, le terme franco-ontarien a été utilisé couramment beaucoup plus tard, par la force des choses. Ah bien, il faut dire merci au Québec. Avec la Révolution tranquille, avec la disparition du Canadien français, qui englobait tout le pays, on est devenu, par la force des choses, des Franco-ontariens, parce que les Canadiens français du Québec sont devenus des Québécois. Donc, chaque communauté hors Québec s'est trouvé une identité, un nom. Les Acadiens n'avaient pas ce problème-là. Ils étaient là même avant les Québécois. Donc, eux ont préséance sur nous tous. Mais après ça, on a eu des Franco-colombiens, des Fransaskois, des Franco-albertains. Ici, en Ontario, on a pris Franco-ontarien. On a joué avec l'idée d'Ontarois, mais Franco-ontarien va rester pour toujours. Canadien-français depuis seulement 150 ans, Franco-ontarien depuis à peine 50 ans, pas étonnant que de nombreux francophones de l'Ontario ne s'entendent pas sur leur identité ou que d'autres cherchent à la préciser. Et pas de doute que le riche mais tumultueux héritage de l'ancienne Acadie a définitivement contribué à perpétuer les traditions et la langue. Moi, je dirais qu'à la différence des autres francophones hors Québec, les Acadiens viennent directement de France.
Nous ne venons pas d'une autre province canadienne. Nos ancêtres sont venus directement de France en Nouvelle-Écosse au 17e siècle. Donc, ça veut dire qu'on a 400 ans d'occupation ici même dans les provinces maritimes, de façon pratiquement ininterrompue. Deuxièmement, on a connu un certain traumatisme, si on peut dire, la déportation. Des 12 000 à 18 000 Acadiens qu'il y avait dans les années 1750, la forte majorité a été déportée un peu partout, aux États-Unis, en Angleterre, en France, d'autres ont fui, et ainsi de suite. Puis il a fallu ensuite reconstituer nos familles, sortir des bois, revenir d'ailleurs et refonder l'Acadie. Donc l'Acadie a été fondée 2 fois, une fois au 17e siècle et une deuxième fois vers la deuxième moitié du 18e siècle. Aussi, les Acadiens viennent en majorité d'une même région de la France, le centre-ouest, la région du Poitou, alors que les Québécois, par exemple, viennent d'un peu partout. Mais les Acadiens ont transporté ici un vocabulaire qui leur est propre, des traditions qui leur sont propres, et ainsi de suite, de sorte que dans notre langue et notre folklore, nous avons un héritage différent, je crois, des autres. Puis un héritage, bien sûr, qui s'est conservé. L'éveil acadien au niveau nationaliste, c'est définitivement vers les années 1860, où qu'on voit qu'il y a une renaissance, qu'on peut dire une renaissance acadienne, c'est-à-dire où on saisit l'urgence, n'est-ce pas, de s'organiser, de se doter de symboles de ralliement, que ce soit le drapeau, que ce soit la fête nationale, que ce soit l'hymne national. Et à partir de là, on va parler évidemment d'éducation. C'est dans les années 1960 que le domaine de l'éducation, mais aussi les secteurs de la santé et de l'économie ont subi leurs plus grandes réformes. Le premier ministre de l'époque, Louis Robichaud, le premier Acadien à accéder à ce poste, a mis en œuvre un programme de réforme sociale avant-gardiste, mais controversé, appelé Chance égale pour tous. Son gouvernement a entre autres été responsable de procurer aux Acadiens et Acadiennes l'égalité de statut et des chances au niveau provincial, en plus de créer l'Université de Moncton et d'adopter la loi sur les langues officielles. Je pense que la venue de Louis Robichaud, ça, incontestablement, ça a été un point marquant dans l'histoire acadienne, parce que Louis Robichaud, finalement, et son gouvernement ont su inscrire d'une façon permanente des garanties à la minorité au niveau du statut d'une province bilingue, etc., etc. Tout le programme de chances égales, évidemment, était beaucoup plus destiné à la minorité acadienne qu'autre chose. Parce qu'un peuple ne peut pas se développer et s'épanouir s'il n'a pas en main lui-même les manettes, les leviers de commande. Au fil des ans, les outils juridiques qu'ont réussi à obtenir les francophones du Nouveau-Brunswick et ceux de l'Ontario ne sont pas équivalents, mais quand même encourageants. Il reste énormément de lobbying à faire de part et d'autre, particulièrement en Ontario. Par exemple, il est encore difficile pour un francophone de concevoir que la ville d'Ottawa, la capitale d'un pays déclaré officiellement bilingue, tarde à le devenir elle-même. Une partie du problème réside probablement dans la terminologie utilisée. Le terme « bilingue » effraie de nombreux anglophones. Pourquoi les Franco forceraient-ils les anglophones à apprendre la langue française? Il y a mésentente, peut-être même désinformation. J'étais content récemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, M. Trudeau, l'ancien premier ministre, a dit, je pense que j'ai fait une erreur quand j'ai parlé de bilinguisme. J'ai été élu en 72, puis j'ai dit, je disais, puis je répétais, le bilinguisme, c'est une question individuelle, ça. Tu vas apprendre 2 langues, tu en apprends 2, 3, 4, 5, 6. C'est une affaire de discipline personnelle. Mais le Canada, dans sa Constitution, il n'en parle pas de bilinguisme. Le mot bilinguisme n'est pas mentionné nulle part dans la Constitution. Ce qui est mentionné, par exemple, c'est qu'on a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Et ça, c'est important. Les groupes de pression francophones ne cherchent pas à instaurer des mesures coercitives qui obligeraient le bilinguisme de chaque Canadien. Tout ce que les francophones au pays exigent, c'est qu'on accorde au français, au même titre qu'à l'anglais, le statut de langue officielle dans les lois fédérales et provinciales. Au Canada, à partir des années 60, on a eu une commission qui s'appelait la commission Laurando-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme au Canada. Et dans le rapport de cette commission-là, on avait suggéré d'adopter une loi sur les langues officielles pour le fédéral,
et une loi également sur les langues officielles pour les provinces de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Or, dès le rapport a été rendu vers 1968, 67, 68, et dès 1969, et le fédéral et le Nouveau-Brunswick ont adopté des lois sur les langues officielles. Dans ces lois-là, on prévoit entre autres l'égalité du français et de l'anglais, et on prévoit le droit à des services en français, le droit de se faire servir devant les tribunaux dans notre langue, ce genre de choses-là. Ça, c'est pour le Nouveau-Brunswick et le fédéral. Or, pour l'Ontario, pour les autres provinces, le seul droit linguistique explicitement prévu, c'est l'article 23, toute la question de l'éducation dans la langue de la minorité. L'Ontario n'avait pas suivi le pas et il a fallu attendre 1986 pour que l'Ontario adopte une loi sur les services en français qui fait en sorte que c'est possible d'obtenir certains services dans certaines régions désignées de l'Ontario. La communauté franco-ontarienne n'a pas eu la chance qu'a eu la communauté acadienne d'avoir les articles 16 avant. Je dirais que pour la pure et simple bonne raison que c'est une question de nombre. Et il s'est développé ici au Nouveau-Brunswick une sorte de dynamique qui a été favorable à l'évolution des droits linguistiques, phénomène qui a semblé prendre un peu plus de temps à démarrer en Ontario, mais on remarque au cours des dernières années, entre autres, les années 80, la bataille pour la gestion scolaire, dans les années 90 maintenant et jusqu'aux années 2000, la bataille pour l'hôpital Montfort. Donc, on voit que les Franco-Ontariens utilisent les outils juridiques disponibles pour défendre leurs institutions, défendre leurs acquis. C'est sûr que ça serait dans un monde parfait, je crois que les Franco-Ontariens, tout comme les Acadiennes du Nouveau-Brunswick, devraient bénéficier des articles 16 avant, mais à ce jour, il n'y a pas un gouvernement ontarien qui a été prêt à leur accorder, malheureusement. Eh bien, je pense que l'éducation, il n'y a aucun doute que c'est au cœur du développement de toute communauté minoritaire. Après l'environnement familial, le milieu scolaire est sans contredit le contexte social dont l'influence sera la plus déterminante sur la formation de l'identité d'un enfant. Pour valoriser la culture francophone et le sentiment d'appartenance et inculquer ces valeurs fondamentales aux jeunes, il est impératif que les Acadiens et les Franco-Ontariens obtiennent et maintiennent le plein contrôle de leur gestion scolaire. Eh bien, je pense que l'éducation, il n'y a aucun doute que c'est au cœur du développement de toute communauté minoritaire. Beaucoup de recherches démontrent un concept qu'on appelle soit la vitalité ethno-linguistique ou la complétude institutionnelle, mais c'est clairement démontré que des communautés ont besoin d'institutions pour survivre. Il est très, très critique d'avoir des services en français pratiquement dès la naissance. Pour pallier à ces problèmes-là, il faudrait avoir des maternelles et des jardins à temps plein dans les écoles. On ne peut plus prendre pour acquis cette identité. On parle justement de l'importance d'une pédagogie qui conscientise le jeune et qui l'amène à être autodéterminé, c'est-à-dire de lui-même faire un choix de son identité, un choix éclairé, qu'il comprenne pourquoi il s'affiche comme francophone. Surtout aujourd'hui que l'enfant vit très souvent en contact avec des réseaux sociaux des deux langues de façon à peu près égale, surtout s'il vient d'une famille exogame. Ce n'est pas tout à fait assuré qu'il va garder son identité francophone. Et donc, mais plus il devient conscient que ça devient un choix personnel, qu'il est au courant de ses origines et tout ça, donc plus il y a de chances de pouvoir clairement assumer et présenter son identité. De promouvoir la langue et le développement culturel représente une responsabilité additionnelle dans l'enseignement et cette double charge n'est aucunement reconnue ou valorisée. Il faut avoir accès à des outils de base, à des ressources de base en français et ce n'est pas le cas. Le défi est assez grand parce que il commence, peut-être que le point litigieux est dès le début. C'est que si les enfants ne sont pas dans la phase préscolaire socialisés en français, on risque de perdre probablement la plus grande partie de la population qui n'auront même pas l'école française, ce qui veut dire qu'on n'a pas même la chance de penser à développer les futurs leaders francophones qui vont œuvrer dans la communauté plus tard. Bien, pour nous, c'est clair qu'en 1998, lorsqu'on a obtenu la gestion de nos conseils scolaires de langue française, ça a représenté pour nous un acquis important
Il faut dire par contre que même s'il y a beaucoup de travail qui a été fait pour la mise en œuvre des conseils scolaires, c'est loin d'être présentement les institutions souhaitables qui permettront de donner des chances égales à nos élèves. Parce qu'en même temps qu'on nous a donné la gestion de nos écoles de langue française, on n'a pas réajusté la formule de financement pour nous permettre d'avoir des services qui sont comparables à la majorité. Alors nous avons un grand nombre d'écoles qui sont sur d'énormes territoires. On a plusieurs écoles qui sont dans des milieux isolés, sur de grandes distances, et la formule de financement présentement ne prévoit pas de sommes supplémentaires pour rencontrer ces défis-là. Et malheureusement, on tente d'imposer aux francophones les mêmes façons de faire que la majorité, alors que nos réalités sont complètement différentes. Je dois admettre que la nouvelle loi sur l'éducation qui a été adoptée n'est pas encore parfaite. Il y a encore plusieurs secteurs qui méritent des améliorations pour être conformes, à mon avis, à l'article 23. Nous avons un grand nombre de jeunes enseignantes et enseignants qui ne proviennent pas nécessairement de l'Ontario ou d'un milieu où ils ont eu à vivre dans un contexte minoritaire. Alors, il y a toute une formation à donner là. Et aussi, il y a tout un bagage de connaissances qui doit être transmis à ces professionnels pour être en mesure, justement, de continuer les luttes. Et ces luttes sont nombreuses. L'une d'elles, c'est l'exogamie, c'est-à-dire les mariages mixtes. Dans la situation qui nous intéresse ici, on parle de l'union d'un parent francophone et d'un parent anglophone. À la base, l'exogamie n'est pas un problème en soi, car personne ne peut nier la richesse des relations interculturelles. Pourtant, elle brouille les cartes et ce sont encore les francophones qui sont perdants et qui en souffrent. On me dit que 82 dans l'Ouest, par exemple, des jeunes francophones sont dans des mariages exogames, c'est-à-dire un parent français, un parent anglais. Et que ça mène à 72 d'assimilation par génération. C'est une réalité qui change beaucoup parce que de plus en plus, il y a de mariages exogames anglais-français. Ces jeunes-là ne se voient ni comme anglophones ni comme francophones. Ils sont des Canadiens bilingues. La race des bilingues. C'est un nouveau groupe. Il y a aussi bien des anglos que des francos qui préfèrent ou qui veulent absolument s'identifier ni comme francophone, ni comme anglophone, mais comme bilingue, comme si c'était une nouvelle race qui s'impose ou qui veut s'imposer. Et pour moi, c'est une sorte de pauvre bâtard, là, parce que tu es un ou tu es l'autre, puis par après, tu peux développer un talent pour une autre langue, tu peux apprécier une autre culture, mais tu ne viens pas au monde bilingue. Il va falloir réorienter notre message pour dire, bien, oui, on ne veut pas que tu perdes une de tes deux cultures, mais si la meilleure façon d'en garder tes deux cultures, c'est dans l'école française, pas l'école anglaise. D'ailleurs, il y a une couple d'enquêtes qui le démontrent. On a fait il y a beaucoup de parents qui pensent que l'idéal pour leur enfant, c'est la scolarisation 50-50. Et cette situation-là, malheureusement, c'est qu'ils n'y pensent pas vraiment, mais elle est seulement vraie dans 3 situations. Le 50-50 serait vrai s'il n'y avait pas de société. Le 50-50 serait vrai si la société n'avait aucune influence sur la langue. Et une troisième situation où ça aurait du sens, c'est si les deux communautés étaient d'égale force. Mais dans des situations où l'anglais domine carrément le français, c'est beaucoup plus important pour développer le bilinguisme de favoriser la langue faible, qui est le français dans ce cas-ci. Quand je dis faible, c'est sur le plan social. Et de cette façon-là, favoriser le développement des deux langues. Donc, on a beaucoup de mise en marché à faire pour expliquer cette nouvelle réalité des mariages mixtes de plus en plus fréquents au Canada hors Québec, même en Acadie, en Ontario et surtout dans l'Ouest canadien. Je cite souvent un exemple d'une mère francophone en situation d'exogamie qui disait mais moi, j'ai rencontré mon chum, j'ai rencontré mon ami, on se parle anglais, c'était tout à fait naturel. On s'est mariés,
Quand les enfants sont arrivés, on a continué à parler anglais. On ne s'est même pas posé la question. Et quand tout d'un coup, on arrive à l'âge scolaire, on réalise qu'il est un peu trop tard. Donc ça, c'est un exemple très typique d'un parent qui n'a peut-être pas été conscientisé à temps. Pourtant, une famille comme celle-là, si on avait conscientisé le parent à au moins parler français à son enfant et de trouver, de lire en français à son enfant, etc., même si le père parle en anglais, et ça ne dérange pas tellement. D'ailleurs, l'enfant développe un très haut niveau de bilinguisme. Et si ensuite on avait inscrit cet enfant-là à l'école française, il aurait très bien développé les deux langues et aurait gardé les deux cultures, qui est tout à fait normal dans une situation d'exogamie. C'est un problème majeur dans ce sens qu'on perd jusqu'à 15 de nos élèves à chaque année qui quittent pour les écoles anglaises. Et ça, c'est dû au fait que souvent les écoles sont plus modernes, sont plus rapprochées, ils ont plus de services, ils offrent un plus grand choix de cours. Et non seulement on perd un grand nombre d'élèves à chaque année, mais on ne réussit pas à recruter les élèves qui devraient être et qui ont le droit d'être dans les écoles de langue française, encore une fois parce qu'on n'est pas en mesure de concurrencer avec ce que le système anglophone peut offrir. Je ne pense pas que tu es né franco-ontarien, tu dois le choisir. Les Acadiens le savent. Pour garantir les services en français et aussi assurer la survie de la francophonie canadienne, il est évidemment préférable de s'appuyer sur des lois qui sont enchâssées dans la Constitution. En 1986, Bernard Grandmaître, le père de la loi sur les services en français en Ontario, réussissait à faire adopter le projet de loi 8, qui décrivait les services que le gouvernement provincial ontarien était prêt à offrir aux francophones des 23 régions désignées. Un gain important sur papier. Mais encore aujourd'hui, la loi est souvent mal appliquée. Les francophones ne se prévalent pas assez de leurs droits pour la faire respecter et elle ne donne pas un statut officiel à la langue française. À l'heure actuelle, par exemple, la loi sur les services en français, c'est une loi ordinaire qui prévoit certains services précis. Ce n'est pas une loi qui donne une égalité des deux communautés linguistiques comme au Nouveau-Brunswick ou qui est enchâssée dans la Constitution ou une égalité du français et de l'anglais. Tu n'as le droit à peu près qu'aux droits précis qui sont indiqués et ce ne sont pas des droits constitutionnels. Or, s'ils avaient, par exemple, le bénéfice des articles 16 à 20, eh bien là, ils auraient le droit à l'égalité des deux, de l'anglais et du français, ce qui implique le droit à l'égalité des services dans leur langue, pas seulement lorsque c'est désigné dans une simple loi. Et donc, ça serait un très grand avantage et ils n'auraient pas toujours à lutter pour obtenir chaque parcelle de gains imaginables. Pour ma part, je crois qu'on vit mieux en français. On a plus de services, on a plus de commerce, de gens d'affaires qui ne craignent pas s'afficher comme étant bilingues ou même francophones. On a plus d'organismes, de services sociaux, services communautaires, clubs, regroupements de toutes sortes, que ce soit dans le monde du théâtre, des auteurs, du sport, de la santé, de la politique. Je pense qu'il y a probablement un organisme par franco-ontarien parce qu'il y en a tellement. Trop souvent, on n'insiste pas d'être servi en français et moi, je crois que c'est nécessaire de le faire. Les franco-ontariens, franco-ontariennes doivent développer l'habitude de s'afficher en entrant, peu importe où, de s'afficher en français puis de commencer leur conversation en français pour dire clairement « oui, je suis francophone, oui, je vais desservir en français ». Mais ça va prendre encore un bon nombre d'années avant que cette habitude soit normale chez tous. Mais par contre, il faut aller chercher ces gens-là. Comme SOS Montfort l'a fait. On a été chercher 10 000 personnes. Peut-être qu'il y en avait 8 000 qui ne s'étaient jamais impliqués dans la cause franco-ontarienne. Je ne pense pas que tu es né franco-ontarien, tu dois le choisir. J'ai paquet d'amis qui ne parlent plus français. Ils le comprennent, ils ne parlent plus français. Parce que leur milieu, c'est une langue, si tu ne le vis plus, tu le perds. Peut-être que c'est l'invitation qui manque à nos jeunes de s'impliquer. Peut-être que nous n'avons pas fait notre devoir, notre travail pour impliquer ces gens-là, de faire partie
comme on dit en anglais, du decision-making system. Plus que jamais, la cause francophone en Ontario a besoin d'être soutenue par cette relève, comme elle l'a été par ces 10 000 personnes qui ont manifesté contre la fermeture du seul hôpital d'enseignement francophone ontarien lors du grand ralliement de SOS Montfort en 1997. Les Franco-Ontariens ont finalement eu gain de cause sur le gouvernement Harris et seront peut-être plus disposés à s'engager dans les autres petites batailles pour obtenir les appuis politiques et le financement équitable qu'ils méritent. Petite bataille. Dans la francophonie, est-ce que ça existe une petite bataille? Une seule école qui ferme quand c'est la seule école francophone dans un village ou dans une petite ville, c'est un désastre. Les statistiques de Statistique Canada nous démontrent que partout à l'échelle du Canada, hors Québec, l'assimilation s'accélère, surtout sur les jeunes. Ça n'existe pas dans la francophonie des petites batailles. C'est pas parce qu'une bataille est régionale qu'elle est petite. For God's sakes, make it happen that this is going to be the last fight that francophones outside of Quebec have to deliver to get respect from you so that we can live together, hand in hand, as an equal in this country, not only in Quebec. Le traitement de la francophonie, ce n'est pas un projet d'été qu'on finance d'année en année. Les défis de développer la communauté francophone, soit en Ontario, au Nouveau-Brunswick ou partout ailleurs, c'est le même. C'est-à-dire que c'est un travail de très longue haleine, mais les gouvernements en général, et le gouvernement fédéral en particulier, refusent de reconnaître qu'il, dans la francophonie, il le fait ailleurs dans d'autres domaines, mais dans la francophonie, il refuse de reconnaître qu'il devrait financer pluriannuel, sur une base permanente à long terme, le fonctionnement, pour que par la suite, on puisse aller chercher un nombre incalculable de projets. Comme francophone, on est condamné à s'expliquer, puis « What do the French want? Hein? Pourquoi vous militez? Pourquoi vous brassez tant que ça? Voyons donc, il n'y a pas de problème. » Il faut constamment expliquer parce que notre système scolaire n'a pas enseigné l'histoire et la géographie et les groupes minoritaires à la majorité. Ils sont complètement dans les limbes, malheureusement. L'an Antoine, nous sommes une minorité, surtout en Ontario. Surtout en Ontario, avec 5 et on a peur du French Power. Tandis que 95 de la population est anglophone ou autre. Moi, j'ai été le premier franco-ontarien à être ministre des Affaires francophones et ministre des Affaires municipales. Et M. Peterson recevait des lettres de bêtises. Pourquoi avoir nommé un francophone, un nouveau arrivé en plus de ça? Alors, surtout franco-ontarien, les gens avaient peur de ça. Il faut élire des gens qui vont être sensibles à notre communauté, des gens qui vont être là pour nous appuyer. Qu'ils soient francophones, anglophones, allophones, c'est moins important. Quand l'élu a la bonne attitude, qui veut appuyer la communauté francophone, c'est pas important quel est son background, quelle est son allégeance politique, quelle est sa langue. Est-il conscient ou est-elle consciente, oui ou non? Veut-il aider, oui ou non? Veut-il comprendre, oui ou non? Veut-il être présent, oui ou non? Les francophones du Nouveau-Brunswick ont réussi à mettre en place des structures efficaces qui ralentissent le taux d'assimilation. Mais de nouveaux défis surgissent régulièrement et le combat n'est jamais gagné. L'exode à l'extérieur du Nouveau-Brunswick n'est pas aussi grand que dans d'autres provinces. Nous, c'est l'exode des régions du nord vers le sud de la province. Et ça enrichit le sud de la province, il n'y a pas de doute dessus. Et lorsqu'on regarde le fait français dans le sud de la province, dans la région de Moncton-Dieppe, je pense qu'il y a une grosse amélioration. Puis même au niveau de Fredericton aussi, aujourd'hui, de plus en plus, on peut aller à Fredericton puis parler en français. Le problème qu'on a, c'est que là où on avait des châteaux forts francophones, la jeunesse ne revient plus. Ça, je pense que c'est un problème très sérieux et c'est lié au développement économique aussi. Là où on se basait sur le développement des régions, sur les ressources naturelles, on s'aperçoit qu'il ne faut plus compter seulement là-dessus. Il faut aussi regarder à un développement beaucoup plus poussé que juste la première transformation. Et c'est là où on est rendu, essayer de faire des transformations supplémentaires de nos propres produits pour justement garder nos jeunes ici, soit dans le domaine de l'éducation, dans la recherche ou encore dans les produits à valeur ajoutée. On dit souvent, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Au Nouveau-Brunswick, le taux d'assimilation est probablement aux alentours de 10 %, ce qui est encore très élevé. C'est une situation qui est particulièrement difficile dans des régions où les milieux sont très bilingues. Parfois, on dit au Nouveau-Brunswick que le français s'apprend et que l'anglais s'attrape.
Et donc, oui, les droits sont là. Est-ce qu'ils sont toujours exercés? Malheureusement, non. À peu près 46 des ayants droit de l'article 23, donc ceux qui ont le droit de se faire instruire dans la langue de la minorité, eh bien, à peu près 46 des francophones hors Québec, des ayants droit, des enfants des ayants droit, n'exercent pas leurs droits, même après 20 ans après l'adoption de la Charte. Avoir un droit, c'est quelque chose qui est sur papier, mais l'avoir dans les faits, c'est une autre situation. Je dirais que tout le dossier d'éducation, la création de l'Association acadienne d'éducation dans les années 30, la création d'un ministère de l'Éducation, évidemment, séparé, autonome, et il va sans dire que le fait que la province du Nouveau-Brunswick va devenir officiellement bilingue, ça, écoutez, ce sont des grands faits qui fait de l'Acadie, finalement, un petit peuple qui a su bien se battre et qui continue. Okay? Et je dis petit peuple, il faut faire attention, petit peuple au niveau du nombre, hein? Parce qu'on est un grand peuple sur d'autres choses. Mais maintenant, je pense qu'on n'a plus le choix, il faut s'ouvrir vers les autres. Les facteurs d'assimilation en Ontario français et en Acadie sont souvent communs. L'éducation déficiente, les mariages exogames, les lois mal appliquées et le sous-financement sont des exemples. Bien que le pays soit immense, ce qui représente déjà un obstacle, les Canadiens francophones ne doivent pas mener chacun de leur côté la même lutte. Les Acadiens, comme les Franco-Ontariens d'ailleurs, doivent concentrer leurs énergies, leurs outils et leurs appuis en s'ouvrant toute la population francophone au pays, peu importe où chacune des communautés en est rendue dans son cheminement. En Acadie, peut-être à cause que le nombre est plus petit, le territoire peut-être aussi plus petit, mais on a eu, je pense, des gains que je qualifierais plus substantiels pour le moment. Mais par contre, l'union fait la force. Et si on travaille de plus près ensemble, les gens, les francophones des territoires et des provinces, plus le gouvernement risque d'écouter et d'être à l'écoute de ce qu'on a à leur dire pour de corriger le statu quo qui est en train de nous mener directement vers l'assimilation. Mais maintenant, je pense qu'on n'a plus le choix, il faut s'ouvrir vers les autres. Et c'est pour ça que c'est très important que les francophones qui vivent au Nouveau-Brunswick sentent qu'ils peuvent apporter une contribution à la société acadienne du Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, on réalise qu'il va falloir qu'on aille chercher des immigrants francophones et les intégrer ici dans la communauté si on veut survivre, parce que le taux de dénatalité, ensuite l'exode des cerveaux, finalement, on a une population vieillissante et c'est pas avec ça qu'on va bâtir une Acadie qui va assurer sa pérennité. Et avant, c'était facile, on disait franco-ontarien de souche. Aujourd'hui, notre image s'est de beaucoup améliorée à cause des nouveaux franco-ontariens qui viennent de l'Afrique, de l'Haïti, de l'Europe, de l'Asie. En Ontario, ils ont peut-être ce phénomène-là. S'ils se donnent des structures pour accueillir les immigrants francophones, qui les intègrent et tout ça, je pense que ça peut représenter une grande force. Notre image, elle est plus belle, elle est plus grande, elle est plus forte, puisqu'on n'est pas un petit groupe de 300, 400 000. Avec ces nouveaux arrivants, je crois qu'on est facilement au-delà de 700 000 en Ontario grâce au fait que les immigrants ont adopté et l'Ontario français. Donc c'est pour nous, c'est une bonne chose parce que ça peut nous donner plus de services, ça peut garantir plus de services et ça peut garantir notre système scolaire surtout. Ce que je crains, c'est que le monde tourne rapidement, le monde tourne très vite. Et le monde est anglais, le monde est américain. Les Américains veulent faire passer leur culture et leur langue un petit peu partout. Et si les Acadiens s'assoient sur leur laurier après avoir obtenu des gains de cause comme ils l'ont obtenu et qu'ils permettent à des élèves de s'exprimer n'importe comment, s'ils ne donnent pas les outils aux étudiants pour s'exprimer dans un français correct et exprimer complètement leurs pensées et leurs idées et leurs opinions, je crains que ça pourrait être néfaste et je ne souhaiterais pas que ça arrive.
On a cette homogénéité qui a peut-être été une force parce qu'on a vécu peut-être en vase clos, mais avec le phénomène de la mondialisation, il faut s'ouvrir, mais il ne faut pas s'ouvrir à n'importe quel prix quand même, être conscient de ce qu'on est, mais se donner des moyens et se donner des structures pour accueillir les nouveaux arrivants, pour les permettre de vivre et s'épanouir avec nous. Et ensemble, on va évoluer vers d'autres choses, mais qui assurera justement qu'on puisse continuer à travailler en français. Parce que c'est jamais fini lorsqu'il est minoritaire. Il faut comprendre ça. Être minoritaire, c'est être voué à combattre toute sa vie et toute son existence. La concertation pan-canadienne et l'intégration efficace des immigrants francophones, voilà deux thèmes récurrents chez nos intervenants. Pour sa part, le citoyen ordinaire pourrait croire que ces actions quotidiennes ont peu d'impact sur la scène fédérale, provinciale ou même municipale. Mais s'il ne s'agissait que de débuter par de petits gestes afin d'assurer la survie de la langue française au Canada. Pour continuer en français, faites le 1.